Le journal avec Antoine Diouf. Mesdames, Messieurs, bonjour. Pas de temps à perdre. Au lendemain de la publication de la liste officielle des 5 candidats à l'élection présidentielle, la Direction générale des élections rencontre les mandataires de ces candidats depuis ce matin. C'est pour le choix des bulletins de vote des 5 prétendants au fauteuil présidentiel. À noter que suite à l'invalidation des candidatures de Khalifa Sall et de Karim Wade, le C25 se retrouve cet après-midi au siège de Bokk Gis Gis. C'est pour examiner la situation et voir la conduite à tenir, mais on retiendra déjà que l'opposition compte mener le combat politique jusqu'au bout. Idrissa Seck avait déposé hier, vous le savez, un recours auprès du Conseil constitutionnel pour demander la validation de la candidature de Khalifa Ababacar Sall. Un recours qui n'avait aucune chance d'aboutir, mais c'était une façon pour le patron de Rewmi, candidat à la présidentielle, de faire un clin d'œil à l'électorat de Khalifa Sall. Écoutons à ce propos l'analyse du professeur Moussa Diaw. Il est enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Ses propos sont recueillis par Mohamed Kandji. Les choses politiques vont commencer. C'est vrai que Idrissa Seck était dans cette coalition Dakar au Sénégal et il a mené le combat aux élections législatives avec la coalition de Khalifa Ababacar Sall et son action aujourd'hui, le fait qu'il ait déclaré qu'il va introduire un recours tout en sachant que les choses sont terminées. C'est pour ça que la liste définitive est rendue publique. Cela, sur le plan juridique, c'est vrai qu'il ne faut pas s'attendre à quelque chose, mais sur le plan politique, ça montre que Idrissa Seck cherche justement dans ce geste-là à attirer l'attention des militants de Khalifa Sall. C'est un clin d'œil politique, c'est une stratégie pour essayer de drainer vers lui les militants de Khalifa Sall qui sont déçus par le fait qu'on a barré la route à leur leader. Et c'est donc une opportunité pour lui d'ouvrir cette brèche vers les militants de Khalifa Sall. Et on est déjà, ça montre bien qu'on est dans une étape d'action politique, de stratégie des uns et des autres. Et cela va continuer juste au niveau de l'opposition pour voir comment les leaders vont s'activer pour d'abord consolider un bloc, et ensuite faire en sorte qu'il y ait une solidarité, qu'ils puissent dépasser leurs contradictions internes et mener le combat ensemble face à la majorité. En tout cas, ils sont nombreux, les Thiessois, qui se prononcent ou qui se sont prononcés sur l'invalidation des candidatures de Khalifa Sall et de Karim Wade. Ils s'y attendaient. Selon eux, les carottes étaient déjà cuites pour ses adversaires de Macky Sall. Cependant, même s'ils notent un coup dur pour notre démocratie, ils invitent les Sénégalais à œuvrer pour la stabilité du pays. Isidore Alexandre Sen. 5 candidats pour la liste provisoire, 5 officiellement confirmés. Point de surprise, Lamine Cissé ne s'attendait pas à la validation des candidatures de Karim Wade et de l'ancien maire de Dakar. Non, je ne suis pas tellement surpris. Je ne suis pas tellement surpris. Dès l'instant que Karim est mêlé à un problème un problème d'argent. Khalifa aussi mêlé à un problème d'argent. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Si c'est vrai, c'est normal. À son avis, être président de la République requiert le minimum d'intégrité, notamment en matière de gestion de la chose publique. Qui veut être président doit être propre. Madické Niang, Idrissa Seck, Elhadji Issa Sall, Ousmane Sonko et Macky Sall pour la course à la présidentielle. Bouri Ndiaye et cheminot à la retraite espéraient moins. Il déplore tout de même les irrégularités notées pendant le parrainage. Bon, moi, ce que je dis, c'est qu'il y a un recul démocratique. Certes, c'est vrai. Mais les mots titre kay ci 5 yi mu ne da ciy wàññi kenn boobaa nag moom doon na laalaake. Abdoulaye Wade, il est plus vieux que nous et il a instauré une démocratie et il était très consensuel et il savait prendre du recul. Macky, c'est un fils de Wade, mais il fait pire que Wade. Karim Wade, Khalifa, c'était prémédité. Ce qui appelle à manifester, les Thiessois tempèrent. Il peut être aussi plus démocrate, il peut apprendre la démocratie au gouvernement, je ne sais pas. Mais bon, l'opposition, ça ne veut pas dire qu'on va manifester dans la rue, lui défaille n'importe quoi. Recul démocratique ou pas, la stabilité du pays doit primer sur les ambitions des uns et des autres selon nos interlocuteurs. C'est dire qu'après l'élection du 24 février 2019, le Sénégal doit rester ce havre de paix exemplaire en Afrique. Isidore Alexandre Sen, Thiès, Radio.
Hambourg, la décision des 7 sages du Conseil constitutionnel a été diversement appréciée. Correspondance à Liukan. On doit respecter ce que le Conseil constitutionnel a dit, parce que c'est la loi. Doudou Seck n'y va pas par 4 chemins. Le Sénégal a des lois et règlements qui régissent la participation à une élection présidentielle. Ce chauffeur de taxi invite également les Sénégalais à sanctionner par les urnes. Ce que pense que le président maintenant, ce qu'il est en train de faire, c'est pas normal. C'est son droit de voter non. Ce que pense que aussi, il travaille bien, il vote comme ça. La disqualification de Karim Wade et de Khalifa Sall est jugée anormale par Khadim, sa conviction étant que le palais est derrière cette décision des 7 sages. Il y a plus d'opposants à l'élection présidentielle et ça porte l'empreinte du président Macky Sall qui veut être seul. Il ajoute qu'au vu du poids électoral des 2 leaders politiques, leurs partisans vont riposter. Une idée balayée par M. Camara qui déplore l'immixtion des Sénégalais dans les décisions de justice. Une personne qui fait le poids, il faut passer à l'urne d'abord pour dire qu'il a le poids. Maintenant, si les gens disent qu'il a le poids, il a le poids en fonction de quoi? Parce qu'il y a une minorité qui se le met dans la route là, en train de crier Khalifa, Khalifa. Une conviction d'Ndiaga qui dit être sûr de l'instrumentalisation de la justice par l'exécutif. C'est du jamais vu. Une élection avec 5 candidats, ils veulent les exclure, c'est tout. Une lycéenne s'invite au débat. Moi, je trouve qu'ils ne devraient pas participer parce qu'il y a des conditions à remplir pour être candidat. Chacun y va de son commentaire, mais d'autres Mbourois s'abstiennent de tout commentaire. C'est une affaire de droit. Aliou Kanbour, iRadio. Une élection présidentielle qui risque d'être très agitée aux yeux de certains qui se fient à la tension qui prévaut actuellement dans le pays. Une tension qui découle de l'élimination de Khalifa Sall et de Karim Wade. Mais le journaliste Aliou Ndiaye ne pense pas à une instabilité politique dans notre pays, malgré l'attitude des jeunesses politiques, surtout de l'opposition. Quant à l'enseignant à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Rosner Ali Soutin, c'est le régime qui n'aurait pas dû poser certains actes. El Haj Malik Sissé. Des tensions se font déjà sentir avec l'invalidation par le Conseil constitutionnel de certaines candidatures, particulièrement celle de Khalifa Sall et de Karim Wade. Alors, peut-on craindre un chaos dans le pays? Rosner Ludovic Ali Soutin appelle au calme tout en invitant les gouvernants à éviter de poser des actes. Ce n'est pas les manifestants qu'il faut appeler au calme. Il faut appeler les gouvernants pour qu'ils ne posent pas des actes qui génèrent la violence. Si les gens se manifestent, c'est parce qu'ils sont mécontents. Aliou Ndiaye, lui, parle d'instabilité civile et non politique. Le journaliste se veut clair, bloquer 1 ou 2 rues ne signifie nullement que le pays est en danger. Tous les gens qu'on voit s'agiter dans la rue, pour l'essentiel, ce sont les jeunesses de l'opposition, parce que dans nos partis politiques, malheureusement, on considère que les jeunes, c'est de la chair à canon, ça sert à ça, ça sert à lancer des pierres, ça sert à brûler des pneus, ça sert à bloquer 2 ou 3 rues dans la capitale. Mais bon, si vous faites le décompte, on a l'impression, après 2 ou 3 manifestations, qu'il y a un grand désordre dans le pays, mais si vous faites le décompte, vous vous rendrez compte qu'il y a peut-être eu en tout et pour tout 2 ou 3 rues bloquées. Aliou Ndiaye est convaincu que les Sénégalais ne vont pas manifester comme certains le pensent. L'analyste politique pense que les citoyens attendent le jour J, c'est-à-dire le 24 février, pour enfin choisir leur candidat. Mais je pense que si les revendications politiques ou les revendications de l'opposition en général étaient des revendications populaires, c'est-à-dire des revendications des populations, la situation serait réglée en 2-3 jours. Je veux dire, si les Sénégalais décidaient de régler un problème d'une manière ou d'une autre. Mais moi, mon intime conviction, c'est que les Sénégalais attendent le jour des élections pour dire ce qu'ils pensent. Pour Rosner Ludovic Ali Soutin, le jeu politique a été faussé dès le départ. Il s'explique. Des candidats comme Karim Wade et Khalifa Sall ont été recalés dans des conditions extrêmement douteuses et suspectes. Parce qu'à chaque fois qu'on est sorti du Sénégal, CEDEAO, Comité des droits de l'homme, les gens ont dit qu'il y a des droits qui ont été violés. On parle même de détention provisoire. Le ton monte entre le pouvoir et l'opposition. Et les 2 camps se regardent en chien de faïence. Dans ce dossier, donc, c'était le journaliste Aliou Ndiaye et l'enseignant Rosner Ali Soutin.
Des appels à manifester ont été lancés par l'opposition, ce que dénonce le pouvoir. Et dans tout cela, c'est la jeunesse qui est mise au devant pour éviter que les jeunes soient dans les manifestations à haut risque. Leurs parents tentent de les sensibiliser. Un sujet d'Aminata Ndong. Sensibiliser les enfants, c'est ce que prône Amadou Bari. Il est père de 3 bouts de bois de Dieu. Les parents doivent sensibiliser les jeunes. Il faut quand même les interdire de participer à des manifestations. Les politiques ne sont là que pour leurs intérêts. Les politiques ne sont là que pour leurs intérêts. Ce n'est pas seulement Amadou Bari qui le pense. Omar Dieye Khalifa pousse le bouchon plus loin. Il parle d'une responsabilité tripartite. Le parent, la victime et l'État. Parce que l'État déjà, à chaque fois, quand il y a une organisation, il ne vient pas pour négocier, mais pour réprimer. De protéger et de sécuriser en même temps. Parce que le citoyen, lui aussi, des fois, il peut le faire. C'est un instinct animal qui le guide. Mais quand l'État est là, il est temporaire parce que les policiers ou bien l'État, il y a donc les États qui ont fait la psychologie, donc des psychologues qui comprennent que c'est un enfant c'est un gamin de 18 ans, mais lui il est assez grand, assez mature pour dire que je ne peux pas réprimer cet enfant-là, c'est mon fils, c'est mon neveu, c'est mon cousin. Cependant, selon ces pères de famille, l'État, qui a le pouvoir de réprimer, doit aussi user de son devoir de donner la permission. L'État déjà, à chaque fois, quand il y a une organisation, il ne vient pas plutôt pour négocier, mais pour réprimer. Le citoyen, lui aussi, des fois, il peut le faire. C'est son instinct animal qui le guide. Mais quand l'État est là, il est temporaire parce que les policiers ou bien l'État, il y a donc les États qui ont fait la psychologie, donc des psychologues qui comprennent que c'est un enfant c'est un gamin de 18 ans, mais lui il est assez grand, assez mature pour dire que je ne peux pas réprimer cet enfant-là, c'est mon fils, c'est mon neveu, c'est mon cousin. Des solutions sont proposées. À l'école, si l'État avait décrété 1 mois ferme, qu'on ferme l'école et l'enfant, quand il va à l'école, son parent peut le retenir. Mais dès l'instant qu'il n'y a pas cela, il va à l'école. Mais peut-être le parent peut dire que si vous voyez de telles choses, méfiez-vous ou bien rentrez à la maison. Voilà. Je crois que c'est la meilleure solution. À moins de 40 jours de la présidentielle du 24 février 2019, nombreux sont des parents qui sont aux aguets. Ils sensibilisent leurs enfants aux violences préélectorales. C'était le large focus de ce midi sur la publication de la liste officielle des 5 candidats à la présidentielle de 2019, 12h13 sur iRadio. L'info en continu sur www.imedia.sn. Dans l'autre actualité, il y a l'inauguration du pont de Farafenni. C'est à l'instant une infrastructure qui va faciliter la mobilité entre le Sénégal et la Gambie. La cérémonie d'inauguration sera présidée par les présidents du Sénégal, Macky Sall, et de la Gambie, Adama Barrow. Direction Farafenni, où se trouve notre correspondant permanent à Banjul, Amadou Bari. Bonjour Amadou. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Est-ce que la cérémonie d'inauguration a commencé? Bon, la cérémonie n'a pas encore démarré, mais comme on dit ici, c'est le 10D. Entendez le jour J. Nous sommes à Farafenni depuis ce matin où c'était, donc, vous l'avez dit, ce grand événement, l'inauguration du pont sur la Transgambienne. Cela après 4 ans de travaux financés par la BAD, la Banque africaine de développement, à hauteur de 43 milliards de francs CFA. C'est le pont de l'intégration entre les deux pays, car les passagers et les automobilistes éprouvaient beaucoup de difficultés pour traverser ici. C'est un grand jour pour les deux pays. Alors, ici, nous avons rencontré un public très enthousiaste et qui s'impatiente, qui attend d'un moment à l'autre l'inauguration officielle de cette infrastructure. Pour les deux pays, donc, on l'a dit, c'est le soulagement et c'est la fin d'une sempiternelle galère. Ici, l'opinion mesure surtout l'impact économique qu'aura ce pont. L'intégration pour l'opinion sera parfaite. Vous avez entendu la série de reportages que nous avons proposé cette semaine. Dans cette série, nous avons entendu les passagers, nous avons entendu les populations surtout de deux pays. Donc, on note la présence actuellement de deux gouvernements, Antoine. Le public aussi a répondu présent. On attend d'un moment à l'autre l'arrivée de deux chefs d'État. On dit qu'ils sont actuellement à la frontière entre les deux pays où ils devraient s'entretenir dans un tête-à-tête avant de venir ici.
Donc pour joindre l'utile à l'agréable, Antoine, 2 artistes internationaux vont monter sur scène. Il s'agit de Youssou N'Dour pour le Sénégal et Djeliba Kouyaté pour la Gambie. Amadou Barry, merci. Le président Macky Sall a procédé hier au lancement des travaux de dragage du port de Kaolack et dans la capitale du Saloum. Les opérateurs économiques s'en réjouissent parce que le port de Kaolack va redynamiser l'économie locale. Les infrastructures portuaires, justement, moteur de croissance avec le port minéralier de Bargny, le port autonome de Dakar et les autres sous-ports comme celui de Kaolack dont dispose le pays. Des retombées non négligeables découlent ou bien vont découler de ces infrastructures. Seulement, les experts préconisent la mise en œuvre de leviers pour une meilleure gestion des ressources issues des ports. Oumou Kalsoumba. Les experts sont unanimes, les infrastructures portuaires, des outils au cœur des enjeux de développement économique. D'ailleurs, l'économiste Mounirou Ndiaye est en phase avec ses collègues. Donc, à un moment donné, lorsque vous comparez un pays qui a une façade maritime et un pays qui n'en a pas, donc qui est relativement enclavé, vous verrez que les pays qui disposent de façades maritimes et donc d'infrastructures portuaires relativement efficientes, ces pays disposent donc de ce qu'on pourrait qualifier d'avantages comparatifs. Le port est une porte d'entrée reliant les territoires grâce à sa capacité à alimenter l'ensemble des axes ferroviaires, fluviaux et routiers, des opérations qui occasionnent l'entrée de flux financiers importants. Mais pour le cas du Sénégal, l'enseignant-chercheur estime que le pays dispose d'un potentiel portuaire sous-exploité. Maintenant, lorsque vous regardez notre pays comparé à ce qui se fait à travers le monde, donc lorsque vous regardez les classements qui portent sur non seulement la disponibilité, mais également la qualité de ces infrastructures et la capacité du pays donc à pouvoir tirer tout le bénéfice économique lié au port. Donc notre pays n'est pas aussi bien placé que cela. Parce que lorsque vous regardez un indicateur tel que par exemple performance logistique, l'indice de performance logistique que la Banque mondiale définit chaque année. Donc en 2018, sur quelques 160 pays, le Sénégal s'est classé à la 141e place. Donc cela veut dire que vraiment il y a beaucoup de choses à faire en la matière. Alors, que faudrait-il faire? Non seulement développer de nouvelles infrastructures portuaires et ne pas s'arrêter là, mais également chercher à améliorer la qualité même dans le fonctionnement et la diligence de ces administratifs de ces ports. Donc là, ça pourrait non seulement nous amener à pouvoir tirer tous les bénéfices associés à ces infrastructures ô combien importantes pour nos économies. Pour rappel, un second port est en construction à Bargny. Le coût du projet est estimé à 290 milliards de francs CFA. Ce port minéralier a une capacité de 7 millions de tonnes dès sa première année d'exploitation et va transformer la localité. Les autorités sénégalaises parlent d'un véritable hub industriel de référence dans la sous-région ouest africaine. À présent, notre sujet sur la recherche d'emploi au Sénégal, un casse-tête pour beaucoup de candidats, souvent recalés, perdus par les fautes de syntaxe et de grammaire. Certains pêchent par un défaut de concision et de persuasion. Ousmane Gueye se penche sur la question avec des professionnels des ressources humaines. Avant la lettre de motivation et le CV, cerner d'abord la nature de l'entreprise. Pour le secrétaire général de l'Association des professionnels des ressources humaines, c'est une étape nécessaire. Abdoul Alfadia, également DRH du groupe Télium. J'envoie, je prépare, c'est à ce moment qu'intervient la lettre de motivation et le CV. Là, vous avez tout préparé, vous savez exactement ce que vous voulez, vous savez exactement ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, vous savez quelles sont les entreprises qui vous intéressent. Et maintenant, vous allez faire la lettre de motivation personnalisée. Il y a des lettres de motivation que vous pouvez faire qui sont génériques, que vous allez lancer à tout le monde. Mais si votre cible, vous allez faire une lettre de motivation qui va reposer sur la connaissance de l'entreprise, sur la connaissance de son environnement, de ses contraintes, etc. Ce qui fait que dans le contenu de la lettre, vous allez montrer à l'entreprise que vous connaissez son entreprise et que vous vous y intéressez particulièrement. Montrer la connaissance de l'entreprise, mais en évitant les fautes de grammaire et de syntaxe surtout. Ça élimine d'office, prévient, c'est habitué des recrutements. Mais dès qu'un recruteur voit ces fautes-là, il ne lit même plus la suite. Il met de côté. Une chose très importante, c'est de soigner ces dossiers de candidature. Il ne faut pas non plus que vous soyez en recherche d'emploi et que vous débutiez dans le métier et que vous ayez des CV de 4 pages. Parce que si vous démarrez avec un CV de 4 pages, dans 10 ans, quelle va être la longueur de votre CV? Donc le CV doit être très concis, normalement tenir sur une page. Autre erreur à ne pas commettre, c'est de harceler l'entreprise. C'est-à-dire il y a des gens qui
vont envoyer des 10 000 CV qui vont passer à appeler, agresser les gens. Si les candidats se perdent souvent, c'est du fait en partie de la qualité des enseignements. L'avis du directeur des ressources humaines de l'IPRES, Ibrahim Mbaye, préside par ailleurs l'Association sénégalaise des professionnels des ressources humaines. On se rend compte que la fonction publique, disons les fonctionnaires, les gens non fonctionnaires et autres, et le privé réunis ne font pas 500 000 agents. Vous vous rendez compte que vraiment le problème se pose à l'acuité. Vous voyez des jeunes qui sont dans les écoles de formation, qui dépensent beaucoup d'argent, mais au finish qui n'arrivent même pas à trouver du travail, n'en parlons pas. Un stage, n'en parlons pas. Mais même des jeunes, une fois en entreprise, n'ont jamais été même reçus par un DRH qui leur demande même leur CV, qui leur parle. Toutefois, pour Ibrahim Mbaye, il ne faut pas systématiquement renvoyer les candidats qui ne sont pas à la hauteur. Il estime qu'il faut les écouter et les aider à améliorer leur écriture pour d'autres candidatures. L'actualité internationale sur e-Radio. Bonjour Bokar Al-Fakan. Bonjour Antoine Diouf. Au Mali, AQMI revendique l'attentat qui a fait 10 morts hier dans le nord-est du pays. Alors le groupe djihadiste a revendiqué l'attaque meurtrière contre une base de la MINUSMA située à Aguelok, à 250 km au nord de Kidal, dans le nord-est du Mali. L'assaut a fait 10 morts et pas moins de 25 blessés. C'est l'attaque la plus meurtrière perpétrée par le groupe islamiste au Mali contre la mission de l'ONU. L'attaque a été bien préparée et bien coordonnée. Après avoir neutralisé les systèmes de communication, les hommes d'AQMI, organisés en 3 groupes venus de divers endroits, ont donné l'assaut. 2 des 3 groupes s'en sont pris au point de contrôle. Quant au 3e, il attendait tranquillement d'accueillir sur la route les éventuels renforts qui viendraient à la rescousse. Avec l'arrivée de renforts héliportés, les djihadistes ont été repoussés, perdant 3 de leurs membres dans l'attaque. L'un d'eux a même été fait prisonnier. Et que sait-on de cette attaque ? Alors, 3 raisons peuvent être avancées. D'abord, les Tchadiens n'ont pas été ciblés au hasard. Dans sa revendication, AQMI justifie son attaque par la visite hier de Benyamin Netanyahou au Tchad. AQMI aurait ainsi agi en soutien aux musulmans palestiniens opposés depuis des lustres aux Israéliens. Ce sont donc des représailles contre le rapprochement entre N'Djamena et Tel Aviv. Ensuite, l'armée malienne fêtait hier ses 58 ans d'existence. Les fondamentalistes ont probablement vu là une occasion de ravir la vedette aux forces de défense et de sécurité du Mali. Enfin Antoine, cette base qui a été attaquée hier, ce n'est pas la première fois qu'elle est la cible des djihadistes d'AQMI. En janvier 2012, le MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad, organisation politique et militaire majoritairement touareg, associée aux islamistes, attaquait l'armée malienne à Aguelok. Cette nouvelle attaque, 7 ans plus tard, pourrait être une volonté de reprendre ce que l'on peut considérer comme un bastion perdu. C'est donc une tentative de rééditer le coup retentissant de 2012. Bokar Al-Fakan, la Côte d'Ivoire va mal, c'est selon Charles Konambani. Alors, l'ex-premier ministre sous Laurent Gbagbo et vice-président du PDCI a dressé un tableau sombre de la situation en Côte d'Ivoire. Charles Konambani a fait l'état des lieux de la gouvernance, des libertés et de la démocratie. Il s'est exprimé à l'issue de la Convention nationale de clarification du Parti ivoirien du travail. Charles Konambani, au micro de nos confrères de DNews TV. Je crois que l'état de la nation, l'état de la gouvernance du pouvoir actuel a été fait. Personne n'est satisfait de l'état de la gouvernance, surtout au plan de la gestion des libertés et de la démocratie. Les exemples sont foisons. Les emprisonnements, les détentions, etc., sans autre forme de procès, c'est le cas de le dire. Les élections qui se font, les résultats qui ne sont pas acceptés, tout cela n'est pas bon pour la démocratie. La démocratie, c'est important. On se rend compte que autant les partis existent, autant la démocratie ne fonctionne pas bien parce qu'il manque la liberté d'aller devenir et d'exprimer. Et il ne peut pas y avoir de démocratie sans liberté d'expression. Et la liberté d'expression, c'est dans les partis politiques. C'est la liberté de penser, de suivre une philosophie d'action. Ça ne veut pas dire qu'on a raison, mais chacun suit la philosophie. Il faut garantir cela. Il faut garantir ça dans un État, parce que sans démocratie, il n'y a pas de paix. Il n'y a pas de paix. La démocratie, c'est l'autre pendant de la paix. Et vous savez aussi qu'il ne peut pas y avoir de développement. Il ne peut pas y avoir de paix sans développement. Disons que l'autre nom de la paix, c'est le développement. Et c'est pour ça que nous avons quitté
la plateforme. Et nous voulons construire une autre plateforme avec tous les démocrates, avec tous les Ivoiriens qui partagent cet idéal de la démocratie pour une Côte d'Ivoire rassemblée. Alors, l'ancien gouverneur de la Banque centrale a également réagi à l'acquittement de Laurent Gbagbo par la CPI. Les éléments sont posés pour que les Ivoiriens se retrouvent pour discuter ensemble. Il se trouve que comme une bonne chose n'arrive pas seule, bientôt, probablement, nonobstant les péripéties judiciaires, Laurent Gbagbo, qui est un élément important de la vie politique de la Côte d'Ivoire, va revenir pour qu'ensemble, nous travaillons à la réconciliation, à la réunification des Ivoiriens, à la mise ensemble de tous les Ivoiriens dans le respect des libertés, dans le respect de la pensée des uns et des autres pour construire la Côte d'Ivoire. C'est ce que je retrouve. Alors je vais dire quelque chose. Je crois qu'on se méprend, mais on se méprend sur la décision de la Cour pénale internationale. Dire que Gbagbo et Blé Goudé sont acquittés, ils sont acquittés pour les charges qu'on leur incombe. Est-ce que c'est clair? Ils sont acquittés pour les charges qu'on leur incombe. Personne n'a dit à la Cour pénale internationale qu'il ne s'est rien passé en Côte d'Ivoire. Personne ne s'est passé. Peut-être que le procès a été mal instruit. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? Pourquoi le procureur n'a pas fait une enquête qui soit plus globale? Mais il dit qu'il y a deux individus, on leur reproche ceci. C'est de ça qu'il s'agit. On fait des enquêtes, il y a des témoins, et on se rend compte que ce qu'on leur reproche là, c'est vide. C'est de ça qu'il s'agit. L'ancien gouverneur de la BCEAO, Charles Konan Banny, que vous pourrez inviter dans votre émission, la valise diplomatique. La fameuse valise, oui. Oui, Madagascar, le nouveau président a prêté serment samedi. Tout à fait, Ange Radjoel, élu le mois dernier, a pris fonction après avoir prêté serment devant les 9 juges de la Haute Cour constitutionnelle. Le nouveau président a juré d'exécuter dans la vertu sa fonction de président de la République de Madagascar et d'utiliser ses pouvoirs pour garantir et renforcer l'unité nationale et les droits de l'homme. Le président de la Haute Cour a noté qu'une nouvelle page s'ouvre dans l'histoire de la nation et espère que dans 5 ans, l'unité nationale sera plus renforcée. Pour la première fois de l'histoire de l'île, habituée des crises politiques depuis son indépendance en 1960, l'investiture du président a eu lieu en présence de ses rivaux électoraux et des précédents chefs d'État Didier Ratsiraka, Marc Ravalomanan et Eri Rajaonarimampianina. Et qu'en est-il de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo? Bon, alors là-bas, les choses ne se sont pas encore précisées. Aux dernières nouvelles, il devait prêter serment demain, mais tout porte à croire que la cérémonie sera probablement renvoyée à jeudi. Une réunion aura lieu aujourd'hui à 17h pour régler la question et confirmer une nouvelle date. Bokar Alpha Khan, merci pour cette page internationale. Le journal des sports de e-Radio. Les sports avec Seydina Abagay. Bonjour. Bonjour Antoine. La Fédération sénégalaise de football a saisi la CAF. C'est suite aux manquements notés dans la prise en charge des clubs sénégalais lors des compétitions africaines. Effectivement Antoine, le dernier cas en date est celui du Jaraaf de Dakar et pour éviter que de pareilles situations ne se reproduisent, les fédéraux comptent prendre les devants. Alpha Fall, chargé des compétitions internationales au secrétariat général de la Fédération sénégalaise de football, estime que les fédérations doivent se conformer aux règles éthiques du football en garantissant le minimum nécessaire aux équipes sénégalaises, car c'est ce que la Fédération sénégalaise, elle, fait quand des équipes étrangères viennent à Dakar. Alpha Fall espère que la CAF va réagir pour définitivement régler ce problème. Et ça, c'est des trucs qu'on a eu à le signaler. Donc, c'est pas la première fois. Et récemment, nous avons eu attiré l'attention de la Confédération africaine de football et donc sur ces manquements. Et je pense que la Fédération va y remédier le plus rapidement possible pour éviter ce genre de problème. Et pour ce qui est récemment du cas du Jaraaf, c'est un match qui s'est déroulé sur un cadre naturel. Et là, le Jaraaf avait droit à une séance d'entraînement et à l'heure du match, ce que le Jaraaf a pu effectuer. Maintenant, pour ce qui est la veille du match et l'avant-veille du match, ça, s'il y a des manquements, c'est au niveau de la fédération. C'est que normalement, si un terrain a été mis à la disposition de l'équipe, le problème n'allait pas se poser. Et finalement, effectivement, l'équipe s'est plainte. C'est qu'ils n'ont pas pu trouver un terrain en temps réel. Et finalement, il fallait maintenant que le président monte au créneau et avec son collègue maintenant
fédération marocaine pour qu'on leur trouve un terrain donc, qui est à 60 km donc, de site d'hébergement. Ce qui est donc déplorable. Ils auraient pu en tout cas leur trouver un terrain en tout cas plus proche, ça reste pour leur permettre de pouvoir maintenant assurer leur séjour et se conformer aux règles. Maintenant, donc s'il y a des difficultés au niveau du Maroc, donc c'est vraiment surpris et c'est vraiment regrettable. Le foot est ce qu'il est. Et le foot normalement donc tout doit pouvoir se faire donc conformément au règlement de la compétition. Malheureusement donc peut-être ce n'est pas le cas. Mais l'un dans l'autre donc normalement en tant que sportif les gens ont dû prendre les devants effectivement essayer ne serait-ce que rendre à César ce qui appartient à César. En plus que nous, donc, l'équipe du Maroc a eu à séjourner ici au niveau du Sénégal, je pense qu'ils n'ont pas eu ce problème. Football toujours, voyons ce que nos Lions ont accompli maintenant dans les grands championnats européens. Le week-end des Lions, Antoine, c'est avec Cheikh Diop. Cheikh Diop qui nous fait la synthèse d'un week-end gris pour les Lions. À part l'éclaircie Sadio Mané, rien ou presque n'a marché. Nous commençons ce tour d'Europe des Lions par la France. Ismaël Sarr et Mbaye Niang étaient titulaires lors de la rencontre du Stade Rennais face à Montpellier. Le match s'est soldé par un nul 0 but partout. Cheikh Ndoye a également joué avec Angers et son équipe s'est imposée 1 but à 0 face à Nantes. Bordeaux a battu Dijon 1 à 0 avec Youssouf Sabaly titulaire. Pour sa première, Papi Mison Djilobodji a essuyé la plus lourde défaite de la journée. Sa nouvelle équipe a été balayée par le PSG 9 à 0. Son entrée en jeu en seconde période n'a pas empêché son équipe de sombrer face à l'ogre parisien. Le stade de Reims d'Edouard Mendy titulaire a été tenu en échec par l'OGC Nice 1 but partout. En Angleterre, Sadio Mané s'est illustré en inscrivant le début de son équipe face à Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté, titulaire également. Sous ses nouvelles couleurs de Cardiff, Baye Oumar Niasse a étrenné sa première titularisation, mais son équipe s'est inclinée 3 buts à 0 face à Newcastle. Idrissa Gana Gueye était également titulaire lors de la défaite des Toffees 2 buts à 1 face à Southampton. En Italie, aucun Sénégalais n'a joué cette journée. Ibrahim Mbaye et Alfred Gomis étaient tous sur le banc lors du match Spal Cagliari. Keita Diao Baldé est blessé et Kalidou Koulibaly toujours sa suspension. En Allemagne, Salif Sané a participé à la victoire des siens face à Wolfsburg 2 buts à 1. Le défenseur sénégalais était titulaire dans la charnière centrale. Terminons ce tour d'Europe des Lions par la Belgique. De retour à Anderlecht après un bref passage en France, Serigne Modou Karambodj a repris sa place de titulaire face à Gent, mais son équipe s'est inclinée 1 but à 0. Le basket à présent chez les hommes, le champion en titre débute la saison avec une victoire. Une victoire sans convaincre son entraîneur qui juge que le problème de la douane est le collectif. Et pour y remédier, il compte sur l'apport des recrues. Mamadou Gueye dit Pabi estime qu'il y a beaucoup de choses que son équipe doit améliorer pour défendre comme il se doit son titre de champion du Sénégal. Mamadou Gueye Pabi que nous écoutons au micro de Sekou Seydi. Le collectif, je pense que ça, nous avons partagé la balle, on a essayé d'impacter, de mettre du rythme dans le jeu. Ça, je suis très satisfait de cela, même si je sais qu'il reste encore énormément de choses à voir, surtout sur les duels de 1 contre 1, parce que la responsabilité elle est individuelle avant qu'elle ne soit collective. Maintenant, nous avons encore du temps pour travailler là-dessus. Je mise sur tout le monde, hein. Je dis, l'adresse, c'est quelque chose de contagieux. Hein. Une fois qu'un joueur commence à marquer, après le reste, ça devient facile. Malheureusement pour lui aujourd'hui et pour tant d'autres, ça n'a pas été le cas. Il a des tours ouverts qu'il n'a pas mis. Maintenant, à lui de faire des sacrifices, se lever le matin, faire ses shootings comme il avait l'habitude de faire. L'Union sportive de Ouakam s'est également renforcée. Effectivement, Antoine, les Ouakamois veulent faire partie des outsiders sérieux et pour y arriver, ils sont allés chercher des joueurs à des postes clés. L'objectif avoué de l'US Ouakam est de challenger l'AS Douane, championne du Sénégal en titre. Une équipe qui les a empêchés d'avoir un titre l'année dernière. Plus de détails avec Sekou Seydi. Finaliste malheureux en Coupe Saint-Michel l'année dernière face à l'AS Douane, l'US Ouakam n'a pas remporté de titre lors de la saison 2017-2018. Mais cet échec a servi de leçon au club Lébou, selon Chérif Aïdara, entraîneur adjoint de l'ISO. Malgré tout, quand même, on a joué une finale. Hein. C'est pas donné à tout le monde de jouer une finale. On a quand même joué la finale de la Coupe Saint-Michel, qui n'est pas une petite affaire. C'est vrai qu'on avait fait une bonne entame de saison, mais bon, après, à la fin, il y a eu des couacs. Donc ça nous a servi de leçon pour cette année, pour qu'on puisse avoir un
effectif qui n'était pas aussi pléthorique que l'année dernière. Le vainqueur de la Coupe Saint-Michel de l'édition 2016 souhaite faire une meilleure saison. Et pour ce, il faut battre les grandes équipes. Quand l'US Ouakam joue, c'est pas pour être derrière, c'est tout le temps pour être devant. Même si on sait que devant quand même, il faut pas se voiler la face. La Douane est champion du Sénégal, Quand une équipe est champion du Sénégal, il faut la respecter, cette équipe-là, et travailler pour détrôner l'équipe. L'USO s'est renforcé cette saison pour atteindre ses objectifs. On a eu Benoît, qui était quand même l'un des meilleurs joueurs de Tamba l'année dernière. Il n'a pas fait une très bonne entame, mais on comprend parce qu'il y a la pression, c'est une nouvelle équipe. Sur le plan intérieur aussi, on a fait un recrutement sur le plan intérieur. En plus de notre grand que tout le monde connaît, qui n'est pas encore à Dakar, on a fait un autre recrutement sur le secteur intérieur aussi. C'est Sidé Doutcham de l'US Rail, c'est un très grand pivot. L'US Ouakam a remporté son premier match de la saison 2018-2019 de basketball masculin dimanche soir face au premier Jeanne d'Arc sur le score de 64-60. C'est cet élément sur le basket qui clôt cette page des sports. Nous vous donnons la balle au robot Antoine pour la suite du Midi Gang. Merci Seydina Abagui. Vous écoutez e-radio sur la 90.3 FM Dakar. L'actualité culturelle Kumba Gawlo qui s'impose, qui impose le respect, une artiste pleine de talent et qui sait valoriser la femme. Le témoignage de l'ambassadeur de la France à Dakar à l'occasion du lancement du nouvel album de l'artiste Terroir. Une production riche en couleurs, axée sur la diversité culturelle et qui séduit Ismaël Lolo, Mariama Adama Diallo. C'est dans cette ambiance que Kumba Gawlo a tenu en haleine son public au Grand Théâtre lors du lancement de son nouvel album Terroir. Un album qui s'impose sur la scène internationale. D'ailleurs, Ismaël Lalo affirme avoir toujours voulu faire cette sélection, riche en rythme et couleurs. Je pense que je l'ai rêvé, Kumba l'a fait. Parce que j'ai toujours rêvé de chanter dans toutes les langues. Et je pense que c'est une excellente chose qu'elle a réussi. Et moi, j'ai la chair de poule quand je vois Kumba, en tout cas, répéter ses chansons avec toute sa grâce. Kumba a su montrer qu'elle est une Sénégalaise, une Africaine à part entière. Donc aujourd'hui, moi, je touche un peu le tout couleur, je pourrais toucher le Diola, etc. Mais aujourd'hui, si un Diola voit Kumba interpréter une chanson à Diola, ça veut dire que Kumba se sent proche de ce peuple. Donc ça veut dire qu'on est tous unis pour notre cher Sénégal. Donc ça veut dire qu'elle est sénégalaise, tout court et africaine. Des autorités ont pris part à cette manifestation. L'ambassadeur de la France, Christophe Bigot, dit son estime pour la Voix d'Or. Je viens ici parce que d'abord j'aime beaucoup la musique, les chansons de Kumba. J'aime cette voix de Linger. J'aime aussi ses combats qu'elle mène avec beaucoup de conviction. Elle m'a fait l'honneur de m'inviter sur sa radio. J'ai eu le plaisir aussi de la recevoir à la résidence et elle a, avec beaucoup de conviction, chanté la Marseillaise. C'était pour la fête nationale le 14 juillet dernier. Voilà, une femme de cœur, une femme de conviction et une artiste internationalement reconnue. Pour les femmes, Kumba Gawlo constitue une référence. Nassia Traoré, une fan de l'artiste. Je suis casaseuse et ce que j'ai entendu dans sa musique m'intéressait. Ça concerne l'Afrique, ça concerne la Casamance, ça concerne les Sénégalais. Pendant plus de 3 heures, Kumba Gawlo a accroché son public avec son nouvel album Terroir, une production qui vient d'être sélectionnée parmi les 10 meilleurs albums au monde. C'était plutôt Mariama Adamaba et non Diallo. N'est-ce pas Mohamed Kandji? GD16 vous offre la revue de presse. Presse du jour, Ousmane Gueye. Khalifa Abubakar Sall et Karim Meïssa Wade exclus de la présidentielle 2019. Les deux cas mis à l'écart comme le relève Sud Quotidien à sa une ce matin. Désormais, seul en course sur notre Vox Populi, Macky Sall, Idrissa Seck, Madi Kenyan, Issa Sall et Ousmane Sonko. Le Conseil constitutionnel confirme donc le 5 majeur, titre enquête, pendant que la Tribune relève que le chef de l'État, candidat à sa propre succession le 24 février, tient depuis cette nuit son quartier, comprenez ses 4 challengers. Et s'il n'y a eu que 5 prétendants pour le trône au final pour prendre la une de l'As, c'est que les 7 sages ont rejeté tous les recours. Seulement, Source A estime que les recalés n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Les recours plombés par leur bizarrerie, écrit le journal qui s'attarde sur quelques cas. Oumar Sarr qui a rendu caduc le recours de Karim Wade n'étant pas habilité, lui, Oumar Sarr, à saisir le Conseil constitutionnel. Abdoul Mbaye et son mandataire signant le même recours, ce qui est contraire à la loi.
El Hadji Malik Gakou qui ne se reconnaît plus dans le Malik Gakou. Mais le trophée des bizarreries reviendrait selon Source A à Pape Diop et pour cause, le patron de Bokk Gis Gis a demandé à la haute juridiction de déclarer recevable la candidature de Mamadou Lamine Diallo au lieu de la sienne. Khalifa Sall et Karim Wade recalés, leur camp promettent de riposter. Pour Maître Amadou Sall du Parti démocratique sénégalais, il n'y aura pas d'élection au Sénégal. Toujours à la page 5 de l'AS, la réaction des partisans de l'ex-maire de Dakar qui n'accepteront pas non plus la décision du Conseil constitutionnel. Les 7 sages doivent comprendre, avertit la responsable des femmes de Taxawu Sénégal, que tout ce qui adviendra sera de leur responsabilité. Dans le Témoin, Moussa Taï, conseiller politique du désormais ex-candidat à la présidentielle renchérit, nous continuerons le combat contre le régime corrompu et prédateur de Macky Sall pendant que Maître Khoureyssi Ba évoque la plus grande conspiration politique de l'histoire du Sénégal. Une conspiration politique, pour reprendre l'avocat, une conspiration politique donc qui a atterri à la Cour de justice de la CEDEAO. Khalifa Ababakar Sall porte plainte contre les 7 sages et l'État du Sénégal, informe l'AS selon qui les avocats de Khalifa Sall veulent, à défaut d'une suspension du processus électoral, un report du scrutin du 24 février. Si elles n'obtiennent pas ce report, les robes noires souhaitent un référendum sous la supervision d'un organe autonome, indépendant et impartial. Vont-elles l'obtenir? En attendant, force restera à la loi, comme rappelé par le ministre de l'Intérieur. Vox Populi fait état d'un quadrillage de la capitale. Oui, informe les confrères, la police a déployé de gros moyens sur le terrain avec une attention particulière pour les zones dites sensibles comme la VDN, les 2 voies de Sacré-Cœur où se trouve la permanence de Taxawu Sénégal ak Khalifa, le rond-point Liberté 6, la Médina, Buntu Pikine, Yeumbeul, Guédiawaye. Le feuilleton des 94 milliards CFA et ce nouvel épisode dans la presse du jour. Ousmane Sonko charge de nouveau Mamour Diallo et compagnie, comme l'écrit le Témoin. Ils se sont partagés 46 des 94 milliards, révèle l'ex-inspecteur des impôts et domaines. Le leader de PASTEF dit connaître le nom de la banque d'où l'argent a été retiré. Ils ont déjà décaissé et partagé les 46 milliards, insiste le candidat à la présidentielle dans Vox Populi. Ousmane Sonko qui dit n'attendre que l'appel du procureur se confie de long en large dans enquête sur les polémiques Toulay Owel, les soutiens présumés de Yaya Jammeh du MFDC, le port vestimentaire de ses épouses, l'habillement de l'une de ces dames. Pour éviter le débat, c'est la conviction de Libération qui note que Sonko a préféré exhiber une de ses épouses alors qu'il était attendu pour des explications sur les 94 milliards. Une grosse somme d'argent qui passe à 46 milliards. Libé, peu convaincu, évoque un atlas de fiction à sa une. L'atlas des inaugurations et lancement de travaux de Macky Sall, nouvel acte dans enquête avec le démarrage du dragage du port de Kaolack. J'ai voulu restituer à la capitale du Saloum sa vocation portuaire, explique le chef de l'État. Dans l'AS. GD16 vous a offert la revue de presse. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les principales informations. Les mandataires des 5 candidats à la direction générale des élections, il y a quelques instants, la rencontre a pris fin. C'est pour le choix de couleur des bulletins de leurs candidats. L'opposition conteste et appelle à la mobilisation après la publication de la liste officielle des 5 candidats à l'élection présidentielle de 2019. Le C25 ne digère pas l'élimination de Khalifa Sall et de Karim Wade et se retrouve cet après-midi pour déterminer la conduite à tenir au regard de ces contestations. Il y a crainte des risques d'une élection très agitée. C'était l'objet du dossier politique de ce midi. Le Sénégal et la Gambie inaugurent ce lundi le pont de Farafenni. L'ouvrage est perçu comme étant un facteur d'intégration entre les 2 pays. Le Sénégal se dote de plus en plus d'infrastructures portuaires, un moteur de croissance pour l'économie nationale. Seulement une meilleure gestion des ressources issues ou qui seront issues de ces ports s'impose d'après les spécialistes de la question. Dans l'actualité internationale, AQMI a revendiqué l'attaque qui a fait 10 morts chez les soldats tchadiens dans le nord du Mali. Et puis en sport, la Fédération sénégalaise de football a saisi la CAF. C'est suite au mauvais traitement que la RS Berkane et tous les autres clubs sénégalais ont subi donc au Maroc. Journal présenté par Antoine Diouf, à la technique Biran Sissé, réalisation Mohamed Kandji. Biran Sissé était à la vidéo. Salimto 2-19 aujourd'hui, ce sera avec Seydina Abagé et non avec Migi Marandiaï.
Et puis, Dialgati Fibar, excellent après-midi à toutes et à tous.